Il existe aujourd'hui plus de 12 000 ETF dans le monde, et si vous choisissez le mauvais, ça peut vous coûter très cher. Dans cette vidéo, je vous explique tout ce que vous devez savoir sur les ETF, comment ils fonctionnent, comment choisir le bon, les pièges à éviter, et je vous donne les noms des meilleurs ETF du marché, y compris ceux dans lesquels j'investis avec mon propre argent. J'ai mis des chapitres pour que vous puissiez y revenir, mais je vous recommande de tout regarder au moins une fois. Bon, on commence par les bases pour ceux qui débarquent. Si vous savez déjà ce qu'est un ETF, vous pouvez sauter au chapitre suivant. Un ETF, c'est un panier qui contient des actions. Au lieu d'aller choisir vous-même chaque entreprise une par une, vous achetez un panier déjà tout fait. Et ce panier, il n'est pas constitué au hasard, il suit ce qu'on appelle un indice boursier. Un indice, c'est juste une liste d'entreprises triées selon certains critères. Le CAC 40, par exemple, c'est la liste des 40 plus grandes entreprises françaises. Le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Le MSCI ACWI, c'est à peu près 2700 entreprises du monde entier. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas acheter un indice directement. Un indice, c'est rien de plus qu'une liste d'entreprises. Ce que vous pouvez acheter, en revanche, c'est un ETF qui copie cette liste. Et c'est ça tout l'intérêt des ETF. Ça réplique la performance de l'indice. Si l'indice monte de 10%, votre ETF monte d'à peu près 10%, et si l'indice baisse de 15%, votre ETF baisse d'à peu près 15%. Et ce qui est génial avec les ETF, c'est que les frais sont extrêmement bas. Les frais de gestion d'un bon ETF, c'est entre 0,05% et 0,20% par an. Et ça, c'est beaucoup moins qu'avec un fonds d'investissement classique, le genre de truc que votre banquier essaye de vous vendre, où vous payez souvent 2 à 3% par an. Et le pire, c'est que votre banquier, bien souvent, il ne sait même pas ce qu'il vous vend. Il a juste un objectif commercial à remplir. Et l'autre avantage des ETF, c'est que vous pouvez les acheter et les vendre instantanément. C'est coté en bourse exactement comme une action. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre 3 jours ouvrés pour que votre banque daigne exécuter l'ordre. Vous allez sur votre courtier en ligne, vous tapez le code de l'ETF, vous cliquez sur acheter, et c'est fait. C'est aussi simple que ça prend 2 minutes. Mais, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, le fait qu'un produit s'appelle ETF ne veut pas dire que c'est automatiquement un bon investissement. Parce qu'il existe des ETF sur absolument tout. La cybersécurité, les entreprises spatiales, l'hydrogène, la robotique, le cannabis, et ça m'étonnerait pas qu'un jour ils fassent un ETF sur les technologies extraterrestres, parce qu'après tout, pourquoi pas ? Ah bah en fait ça existe déjà. Donc le vrai sujet c'est pas est-ce que je dois investir dans un ETF, le vrai sujet c'est comment je choisis le bon ETF. Parce que si vous achetez un ETF sur les technologies extraterrestres au lieu d'un ETF mondial classique, eh bien je doute que vous ayez le même résultat dans 20 ans. Sauf si les aliens débarquent sur Terre, auquel cas, bravo pour votre vision. Et pour choisir le bon ETF, il y a 2 choses à vérifier. Le contenu de l'ETF et ses caractéristiques techniques. On va voir les deux et on commence par le contenu, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le panier. Prenons un exemple. Cet ETF permet d'investir dans le secteur informatique européen. Ça sonne bien dit comme ça, sauf que quand on regarde à l'intérieur, il n'y a que 9 actions. Donc c'est pas un panier très impressionnant. Et si ne serait-ce que 2 de ces entreprises se cassent la gueule, c'est 20% de votre investissement qui part en fumée. Le but d'un ETF, c'est justement de vous diversifier. Et pour ça, plus votre ETF est large, mieux c'est. Si une entreprise fait faillite dans un panier de 3000 entreprises, c'est complètement indolore pour vous. Cette entreprise, elle pèse quelques dixièmes de pourcent, les 2999 autres sont là pour compenser. Et c'est pour ça que quand on parle d'ETF, pour un investisseur long terme, on parle généralement d'ETF mondiaux. Des ETF qui couvrent des centaines ou des milliers d'entreprises dans le monde, à la fois dans les pays développés, dans les pays émergents, et tous secteurs confondus. Les 2 indices mondiaux les plus connus, c'est le MSCI ACWI, le All Country World Index et le FTSE All World. Les deux font grosso modo la même chose, ils regroupent les plus grandes entreprises de la planète. Le MSCI ACWI, c'est environ 2700 entreprises dans 47 pays, et le FTSE All World, c'est un peu plus large, c'est environ 4000 entreprises. Dans les 2 cas, vous êtes investi dans l'économie mondiale. Vous entendrez aussi parler du MSCI World, qui est un autre indice très populaire. Mais contrairement à ce que son nom laisse penser, le MSCI World ne couvre que les pays développés, et pas les émergents. On en reparlera quand je vous donnerai les noms des ETF sur lesquels j'investis. Maintenant, attention à un piège classique. Beaucoup de débutants pensent que plus ils ont d'ETF différents, plus ils sont diversifiés. Alors que c'est pas du tout le cas. Parce que si vous combinez un ETF MSCI World avec un ETF S&P 500 par exemple, est-ce que vous savez que le MSCI World contient déjà 70% d'actions américaines? Donc en rajoutant le S&P 500 par-dessus, vous achetez en réalité les mêmes entreprises en double et vous vous surexposez aux États-Unis. Votre portefeuille diversifié avec 2 ETF est en fait concentré à 85% sur un seul pays. La diversification, c'est pas le nombre d'ETF que vous possédez. C'est la couverture réelle en termes de régions, de secteurs et d'entreprises. Et pour ça, un seul ETF bien choisi suffit largement. Et puisqu'on parle de diversification, parlons des ETF thématiques. L'hydrogène, les véhicules autonomes, le cannabis, l'exploration spatiale, tout ça c'est des thématiques séduisantes et l'idée de parier sur le futur, ça fait rêver beaucoup de monde. Mais vos rêves, le marché, il s'en tape.
Et même si les performances passées de certains de ces ETF sont spectaculaires, ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas dans le futur. Prenez cet ETF, l'ETF ICLN, sur l'énergie propre. Il a explosé entre 2020 et 2021, les gens se sont précipités dessus, et depuis il a perdu plus de la moitié de sa valeur et n'a jamais récupéré. Prenez maintenant l'ETF ARKG sur la génomique. Il a fait moins 83% depuis son pic, les gens qui ont acheté en haut de la courbe ont perdu presque tout leur investissement. Et c'est exactement ça le gros problème avec les ETF thématiques, c'est que vous arriverez toujours trop tard. Quand un ETF thématique est lancé, c'est que la tendance est déjà connue, les valorisations sont déjà élevées, et le gros du rendement a déjà été capturé par les investisseurs qui avaient vu venir la tendance. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais investir dans un secteur spécifique ? Non, pas forcément, mais si vous voulez le faire, faites-le en complément d'un ETF mondial et pas à la place. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie cœur satellite. Vous pouvez mettre 80-90% dans un ETF mondial, le cœur, et 10 à 20% dans des paris thématiques, les satellites. Comme ça, si vos satellites explosent en plein vol, votre cœur reste intact. Et je ne le répéterai jamais assez, un seul ETF mondial, c'est déjà plus diversifié que 90% des portefeuilles individuels des experts que vous voyez sur les réseaux. Ok, maintenant qu'on sait quoi mettre dans notre panier, un ETF mondial, eh bien, il faut choisir le bon ETF parmi tous ceux qui suivent le même indice. Parce que pour un seul indice, il peut y avoir des dizaines d'ETF différents, et là, c'est le moment de la vidéo qui est un peu plus technique, mais accrochez-vous parce que c'est ce qui fait la différence entre un bon investissement et un investissement moyen. Par exemple, si vous tapez S&P 500 sur un site comme JustETF, qui est une sorte de moteur de recherche pour les ETF, très pratique, eh bien vous allez voir apparaître plus de 100 ETF qui suivent le même indice. C'est comme aller acheter du pain et tomber sur 100 boulangeries qui font toute une baguette, mais avec des prix et des ingrédients différents. Sauf que là, la différence de prix peut vous coûter des milliers d'euros sur le long terme. Voici donc les 6 critères à vérifier. Le premier, c'est les frais. On l'appelle le TER pour Total Expense Ratio. C'est la commission que le gestionnaire de l'ETF prélève chaque année sur votre investissement. Si vous achetez un ETF iShares, c'est BlackRock qui gère le fonds et qui prend sa commission. Si c'est un ETF Vanguard, c'est Vanguard, vous voyez l'idée. Et ces frais, ils sont prélevés automatiquement, vous ne les voyez pas passer. Ils sont déduits de la performance de l'ETF et c'est exactement pour ça que c'est dangereux. Comme vous les sentez pas au quotidien, vous n'avez pas l'impression de payer des frais. Donc je vous montre un tableau qui compare deux ETF. Le premier est un ETF à 0,20% de frais, le second un ETF à 1% de frais, avec le même montant investi, en l'occurrence 100 € par mois, le même rendement de 7% et la même durée de 30 ans. Avec le premier, vous finissez avec environ 116 000 € et avec le second, vous finissez avec 97 000 €. On parle du même indice, de la même performance brute et du même montant investi, mais 19 000 € de différence. 19 000 €, c'est une voiture, c'est un tour du monde, c'est 2 ans de liberté, et ça, c'est avec seulement 100 € par mois investis. Si vous investissez par exemple 300 € par mois, l'argent perdu est multiplié par 3. Donc voici la règle, pour un ETF mondialement diversifié, ne dépassez pas 0,20% de TER. Si vous trouvez moins cher, c'est encore mieux. Il existe des ETF S&P 500 à 0,03% par exemple. Évidemment, si vous investissez dans un ETF plus exotique, genre robotique ou métaux rares, les frais seront plus élevés, c'est tout à fait normal. C'est le prix à payer pour avoir un produit plus niché. Mais pour un ETF large et diversifié comme ceux que je vais vous présenter, 0,20% c'est le plafond. Ensuite, on a la taille du fonds, c'est le deuxième critère, c'est le montant total que les investisseurs ont mis dans cet ETF. Plus un ETF est gros, plus il attire de liquidité, et moins il a de chances d'être clôturé. Parce que oui, un ETF peut fermer. Si le gestionnaire décide que le fonds n'est pas assez rentable, parce qu'il n'a pas assez d'investisseurs et pas assez d'argent dedans, eh bien il peut choisir de clôturer le fonds. Rassurez-vous, dans ce cas, votre argent n'est pas perdu, il vous est restitué, mais c'est quand même assez chiant parce que ça peut déclencher des impôts si vous étiez en plus-value, et vu la créativité du fisc français pour trouver des occasions de vous taxer, autant éviter de leur en donner une. Donc ici, il faut viser un ETF avec minimum 100 millions d'euros d'encours, l'idéal étant 1 milliard ou plus. Par exemple, l'ETF MSA World de iShares pèse plus de 100 milliards d'euros, autant dire qu'il va pas fermer demain matin. Le troisième critère, c'est l'ancienneté. Un ETF qui existe depuis 10 ans, vous avez un historique de performance, vous savez comment il se comporte en période de crise, et le risque de fermeture est quasi nul. C'est un peu comme un restaurant qui est ouvert depuis 15 ans dans votre quartier, s'il est toujours là, c'est que la bouffe est mangeable. Ceci étant dit, ces dernières années, plein de nouveaux ETF sont apparus avec des frais très compétitifs. Parfois, un ETF tout neuf à 0,05% de frais est plus intéressant qu'un vieux à 0,20%. Donc c'est un compromis à faire. Idéalement, prenez un ETF avec au moins 3 à 5 ans d'existence, mais si un ETF récent coche vraiment tous les autres critères, c'est pas rédhibitoire. Quatrième critère, et celui-là est vraiment ultra important, c'est est-ce que l'ETF est capitalisant ou distribuant ?
Un ETF capitalisant, c'est un ETF qui réinvestit automatiquement les dividendes. Les entreprises du panier versent des dividendes et au lieu de vous les distribuer sur votre compte, l'ETF les réinvestit dans le fonds. Votre capital grossit tout seul, les dividendes font des petits et les petits font des petits à leur tour. C'est les intérêts composés en mode automatique. ETF distribuant, c'est tout l'inverse. Il vous verse les dividendes sur votre compte, vous recevez directement du cash et psychologiquement, c'est beaucoup plus satisfaisant. Vous voyez de l'argent arriver, ça fait plaisir, c'est comme recevoir un petit cadeau tous les trimestres, sauf que c'est un cadeau sur lequel l'État prend sa part au passage. Et en pratique, pour quelqu'un qui construit son capital sur le long terme, c'est plutôt un désavantage. Parce qu'à chaque distribution, vous devez réinvestir manuellement, et surtout, si vous êtes sur un compte titre, chaque dividende versé est imposé immédiatement, même si vous le réinvestissez juste après, le fisc a déjà pris sa part. Avec un ETF capitalisant, pas de dividende sur votre compte, donc pas d'imposition. Votre argent continue de capitaliser en paix, vous ne payez d'impôts que le jour où vous vendez, et ce jour-là, peut-être que vous vivrez dans un pays avec une fiscalité plus douce, ou peut-être que la fiscalité française aura changé. Dans tous les cas, selon moi, repousser l'imposition le plus longtemps possible, c'est la meilleure chose à faire quand on vit en France. Donc la règle est la suivante, si vous êtes encore en phase de construction de votre capital, ce qui est probablement le cas si vous regardez cette vidéo, eh bien vous prenez un ETF capitalisant. C'est plus efficace, c'est plus simple et c'est plus optimisé fiscalement. Et c'est un des rares cas dans la vie où ne rien toucher est la meilleure stratégie. Cinquième critère, la méthode de réplication. On a d'un côté les ETF physiques et de l'autre les ETF synthétiques. Un ETF physique achète vraiment les actions de l'indice. Si l'indice contient Apple, Microsoft et LVMH, l'ETF va réellement posséder des parts d'Apple, de Microsoft et de LVMH. C'est aussi simple que ça. Un ETF synthétique, lui, n'achète pas les actions. Il utilise un montage financier qu'on appelle un swap, avec une banque d'investissement qui lui garantit la performance de l'indice. C'est un contrat entre l'ETF et la banque. L'ETF dit « donne-moi la performance du MSCI World » et la banque dit « ok, en échange tu me payes tel montant ». En gros, au lieu de posséder les actions, vous possédez une promesse, et les promesses en finance, c'est pas toujours ce qui se passe le mieux. C'est un peu plus opaque, et ça ajoute une couche de risque, parce que si la banque contrepartie fait faillite, c'est un problème. Bon, en pratique, ce risque, il est encadré par la réglementation européenne, et les ETF synthétiques, c'est rarement un vrai danger. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez le choix, autant prendre un ETF physique. C'est plus simple à comprendre et plus transparent. Et là, je vous vois venir. Oui, mais les ETF PEA sont tous synthétiques. C'est vrai, c'est un des nombreux défauts du PEA. Pour acheter un ETF mondial sur PEA, vous êtes obligé de passer par de la réplication synthétique. Parce que le PEA ne permet théoriquement d'acheter que des actions européennes. Donc pour avoir accès au reste du monde, l'ETF utilise des swaps. C'est un montage qui fonctionne, mais c'est quand même un montage. Moi j'investis sur un compte titre, donc j'ai que des ETF physiques, mais chacun fait ce qu'il veut. Sixième et dernier critère technique, c'est la domiciliation de l'ETF. Et oui, je sais, on est au sixième critère, ça commence à faire beaucoup, mais c'est le dernier, je vous promets, et juste après on passe au nom des meilleurs ETF, donc tenez bon. La domiciliation, c'est le pays où l'ETF est juridiquement enregistré. C'est pas le pays dans lequel il investit, c'est le pays d'enregistrement légal. Pour un investisseur européen, dans 95% des cas, votre ETF sera domicilié soit en Irlande, soit au Luxembourg. Et sans entrer dans les détails, parce que sinon cette vidéo va durer 4 heures et j'ai l'impression que je vous ai déjà endormi, domicilié en Irlande, c'est fiscalement plus optimisé. Notamment parce que l'Irlande a des accords fiscaux avec les États-Unis qui réduisent la retenue à la source sur les dividendes américains. Et comme les actions américaines représentent 60 à 70% de la plupart des ETF mondiaux, ça fait quand même une vraie différence sur le long terme. Donc la règle est la suivante, privilégiez les ETF domiciliés en Irlande. En pratique, vous reconnaissez ça au code ISIN de l'ETF. S'il commence par IE, c'est l'Irlande. S'il commence par LU, c'est le Luxembourg. Allez, on rentre dans la partie la plus intéressante. Vous avez survécu aux 6 critères techniques, félicitations. C'était le passage obligé, un peu comme le code de la route avant de passer le permis. C'est chiant, mais c'est nécessaire. Maintenant, on peut enfin prendre le volant. Alors, je vais vous donner les meilleurs ETF selon moi, avec les tickers, les frais et pourquoi je les considère comme les meilleurs. Je vous recommande de noter quelque part ceux qui vous intéressent, comme ça, vous les retrouverez facilement quand vous passerez à l'action. Petite précision, la devise dans laquelle l'ETF est coté, c'est-à-dire l'euro ou le dollar, elle n'a aucun impact sur votre performance. C'est une question qui est souvent posée par les débutants en bourse, et la réponse, elle va un peu vous décevoir par sa simplicité, c'est que ça n'a aucune forme d'importance. Zéro. Si vous achetez un ETF S&P 500 coté en euros, vous êtes quand même exposé à 100% au dollar américain, parce que toutes les entreprises de l'ETF sont américaines et cotées en dollars. La devise de cotation, c'est juste la devise de l'emballage. C'est comme regarder un film américain doublé en français. Le film reste le même. Donc prenez la version en euros si c'est plus pratique pour vous. Ça vous évitera des frais de conversion de devises chez votre courtier. Retenez aussi que rien de ce que je dis ici n'est une recommandation d'investissement. C'est juste mon avis. Je vous explique ce que je fais et pourquoi je le fais. Mais bien sûr, faites vos propres choix.
On commence par le plus important, c'est l'ETF qui est la base de tout, c'est celui que j'utilise dans mon portefeuille public et que j'achète tous les mois avec mon argent. C'est l'iShares MSCI ACWI, ticker IUSQ en euros. Il suit l'indice MSCI ACWI, donc le All Country World Index, et cet indice il couvre environ 2700 entreprises dans 47 pays, à la fois des pays développés et des pays émergents. On a donc les États-Unis, l'Europe, le Japon, l'Australie, mais aussi la Chine, l'Inde, Taïwan, la Corée du Sud, le Brésil et beaucoup d'autres. Donc regardons les caractéristiques. On a un TER de 0,20% par an. L'ETF est capitalisant, en réplication physique, domicilié en Irlande, avec un encours de plus de 15 milliards. Donc c'est un ETF très solide qui coche toutes les cases. Comme d'habitude, je précise que cet ETF il est auto-nettoyant, donc si un pays monte en puissance, sa part dans l'indice va augmenter automatiquement, et pareil pour les entreprises, si une entreprise décline, elle va sortir du panier. Vous n'avez absolument aucune action à prendre, l'indice se rééquilibre tout seul, et si demain par exemple l'Inde devient la première puissance économique mondiale, eh bien sa part dans votre ETF va augmenter toute seule. Vous n'avez pas besoin de vendre vos actions japonaises pour acheter des actions indiennes, l'indice fait tout pour vous. Sur les 30 dernières années, les marchés mondiaux ont délivré en moyenne autour de 7 à 9% par an, avec des années brillantes à plus de 25% et des années terrifiantes à moins 40%. Mais quelqu'un qui investit par exemple 150 € par mois, quoi qu'il se passe, sans paniquer, sans regarder les infos toutes les heures, eh bien cette personne-là, elle va s'enrichir sur le long terme. Alors pour que vous compreniez concrètement ce que ça donne, 150 € par mois pendant 20 ans à 8% de rendement, c'est environ 88 000 €. Vous en aurez versé 36 000 de votre poche, les 52 000 restants, c'est le marché qui les aura créés pour vous, pendant que vous dormiez, pendant que vous viviez votre vie, et sur 30 ans, ces mêmes 150 € par mois deviennent plus de 220 000 €. Et ça, c'est des projections basées sur ce que les marchés ont fait historiquement. Et cette stratégie, investir le même montant tous les mois quoi qu'il se passe, ça s'appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging, et c'est probablement la stratégie d'investissement la plus simple et la plus solide qui existe. En investissant de cette manière, quand le marché monte, tant mieux, votre portefeuille prend de la valeur, et quand le marché baisse, tant mieux aussi, parce que vos 150 € achètent plus de parts que d'habitude. Et si vous ne devez retenir qu'un seul ETF de toute cette vidéo, eh bien c'est celui-là. Le ticker, je le rappelle, c'est IUSQ. Ces 4 lettres, vous pouvez les noter pour plus tard. Et vous entendrez sûrement aussi parler du MSCI World, qui est un autre grand indice mondial. La différence entre les deux, entre le MSCI World et le MSCI ACWI, c'est que le MSCI World ne couvre que les pays développés et pas les émergents. En pratique, les émergents, ils pèsent environ 10 à 12% du MSCI ACWI, donc la différence de performance entre les deux, elle est vraiment marginale. Le MSCI World, c'est aussi un excellent choix, mais moi j'ai préféré le MSCI ACWI parce que je veux pas avoir à poser la question de la répartition entre pays développés et émergents. Je préfère que l'indice gère tout pour moi, et pour ceux que ça intéresse, l'ETF phare sur le MSCI World, c'est le IWDA de iShares. C'est les mêmes caractéristiques que l'IUSQ, mais sans les émergents. Et si vous investissez sur PEA, il n'y a pas d'équivalent direct de ces ETF en réplication physique. Vous pouvez vous en rapprocher avec des ETF synthétiques, comme le DCAM pour le MSCI World. Moi, j'utilise pas de PEA et j'ai expliqué pourquoi dans une autre vidéo. Vous pouvez aller la voir si le sujet vous intéresse. Ensuite, l'indétrônable S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines. Un indice avec plus de 100 ans d'histoire et une trajectoire de croissance quasi ininterrompue. Les performances historiques sont excellentes, environ 10 à 11% par an en moyenne nominale, soit autour de 8% après inflation. Et le meilleur ETF qui réplique cet indice, c'est le SXR8 coté en euros, avec un TER très faible de 0,07%, capitalisant évidemment, physique, domicilié en Irlande. Évidemment, le S&P 500, c'est 100% américain, donc c'est beaucoup plus concentré qu'un ETF monde. Et donc, si les États-Unis traversent une décennie difficile, ce qui arrive même aux meilleurs, demandez aux Romains, eh bien vous le sentirez plus que quelqu'un qui a un ETF mondial. D'un autre côté, les entreprises du S&P 500, c'est des entreprises qui sont très internationales. Elles génèrent des revenus partout dans le monde, donc c'est américain sur le papier, mais mondial dans la pratique. Ensuite, on a le Nasdaq 100, c'est un peu le S&P 500 sous stéroïdes. C'est les 100 plus grandes entreprises non financières cotées sur la bourse Nasdaq aux États-Unis. En pratique, c'est surtout de la technologie pure et dure. On a du Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta, Alphabet, etc. La performance sur 5 ans, c'est environ 21% par an en moyenne. Sur 20 ans, c'est autour de 14,5%. Donc c'est une croissance vraiment spectaculaire et il sera difficile de trouver mieux ailleurs. Mais une telle performance, ça peut aller dans les deux sens. En 2000, pendant la bulle Internet, le Nasdaq 100 a perdu plus de 80%. Et il a mis 16 ans à retrouver son niveau d'avant-crise. Donc imaginez, vous investissez en 2000, convaincu que la tech c'est l'avenir, et vous attendez jusqu'en 2016 juste pour retrouver votre mise. Et je dis ça parce que c'est facile d'être courageux et de prendre des risques quand on a 2000 € sur son compte.
On se dit, moi je mets tout sur le Nasdaq, je vais me faire un max de thunes. C'est facile de dire ça quand une baisse de 50%, ça représente pour vous le prix d'un iPhone. Mais quand vous aurez 50 000 euros, 100 000 euros, l'équivalent de plusieurs années de travail, et que le Nasdaq perd 40% en quelques mois, là votre discours va changer très vite. Tout le monde a un plan jusqu'au moment où il se prend un coup dans la figure. C'est Mike Tyson qui a dit ça, et je pense qu'il s'y connaît un peu en coup dans la figure. Sinon, un bon ETF qui réplique le Nasdaq 100, c'est le SXRV en euros, TER de 0,30%, capitalisant physique Irlande. Alors je viens de vous donner 3 exemples d'ETF, le ACWI, le S&P 500 et le Nasdaq 100, et je sais ce qui va se passer maintenant. Certains d'entre vous vont commencer à comparer les trois, à ouvrir des onglets dans leur navigateur, à regarder des graphiques, à simuler des rendements avec les intérêts composés, et ils vont se poser la question, lequel j'achète ? Et c'est là qu'il faut que je vous prévienne de quelque chose, c'est qu'une fois que vous avez choisi, vous ne devez plus changer d'avis. Le pire truc que vous pouvez faire, c'est de changer d'ETF tous les 6 mois parce que vous avez vu quelque part un article qui dit que tel ou tel indice a fait mieux que l'autre. Et quand on vous dit par exemple que le S&P 500 surperforme le MSCI World depuis 10 ans, c'est vrai, mais peut-être que les 10 prochaines années, ce sera l'inverse. Personne ne sait. Et à chaque fois que vous vendez un ETF pour en acheter un autre sur un compte titre, vous déclenchez des impôts sur vos plus-values. Même si vous réinvestissez immédiatement, le fisc considère que vous avez encaissé vos gains et prend sa part. Donc c'est vraiment ce qui va vous rapporter le plus d'argent à long terme, c'est de faire un choix maintenant sur votre stratégie et de vous y tenir. De mettre tous les mois, régulièrement, un montant sur un ETF mondialement diversifié par exemple. Et d'ailleurs, il y a même une étude de Fidelity qui a montré que les comptes qui performaient le mieux étaient ceux dont les propriétaires étaient morts ou ceux qui avaient oublié qu'ils avaient un compte. C'est-à-dire les gens qui n'avaient littéralement rien touché pendant des décennies. Et ça devrait vous dire quelque chose sur l'utilité de tripoter votre portefeuille tous les 2 mois. Donc choisissez un ETF, idéalement un ETF mondialement diversifié, achetez-le chaque mois et arrêtez de regarder si le voisin a une plus grosse performance. Et c'est pour ça que moi, en ce qui me concerne, j'investis sur le ACWI. C'est parce que quand on achète tout en même temps, on n'a plus besoin de comparer. Maintenant, il y a un sujet dont personne ne parle assez, c'est ce qui se passe dans votre tête quand les choses tournent mal. Parce qu'un ETF mondialement diversifié, c'est pas une assurance anti-perte. La diversification, elle vous protège contre le risque d'une entreprise, d'un secteur ou d'un pays, mais elle ne vous protège pas contre un krach généralisé. Quand tout le marché s'effondre, votre ETF mondial chute aussi, c'est logique. En 2008, les marchés mondiaux ont perdu autour de 50%, en 2020 c'était 30% en quelques semaines, et même un ETF ultra diversifié peut subir des corrections de 15 à 25% régulièrement. Et le vrai danger, c'est pas la baisse elle-même, parce qu'historiquement les marchés finissent toujours par remonter. C'est votre réaction à la baisse. Quand votre portefeuille perd un tiers de sa valeur, votre cerveau va vous dire de vendre, de sauver ce qui reste, de couper vos pertes. Votre collègue de bureau va vous dire « Je t'avais dit que la bourse c'est du casino ». Votre mère va vous appeler pour vous demander si tout se passe bien avec votre boursicotage. Peut-être que BFM TV va vous montrer des graphiques rouges avec de la musique dramatique en fond sonore. Et c'est exactement à ce moment-là que se séparent les investisseurs qui s'enrichissent de ceux qui s'appauvrissent. Ceux qui vendent pendant la panique concrétisent leurs pertes. Ceux qui continuent d'acheter profitent de ce que le marché leur offre. Parce que chaque crise, sans exception, dans l'histoire moderne, a été suivie d'un rebond. Le marché a toujours remonté. Après 2001, après 2008, après 2020, les gens qui ont tenu bon et qui ont continué à acheter pendant ces périodes-là, aujourd'hui, ils sont contents de ne pas avoir vendu au pire moment. Un des pires réflexes qu'on peut avoir, c'est d'arrêter d'investir en attendant que ça se calme, entre guillemets. Parce que le marché, il va jamais vous prévenir que c'est le bon moment pour investir. Il va remonter dans le silence et vous vous en rendrez compte 6 mois trop tard. Et pour pouvoir rester calme pendant la tempête, il y a un truc indispensable, c'est d'avoir une réserve de cash. Quand le marché s'effondre, il y a 3 types de personnes. Il y a ceux qui paniquent et qui vendent, il y a ceux qui aimeraient acheter mais qui n'ont pas assez de cash, et il y a ceux qui ont du cash, qui achètent pendant les soldes, et eux, c'est les grands gagnants de la bourse. Concrètement, ça veut dire avoir un fonds d'urgence, l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses, sur un compte facilement et immédiatement accessible. Le livret A, par exemple, est parfait pour ça. Le but, c'est que si un imprévu vous arrive, par exemple si vous vous faites remplacer par l'IA et que vous perdez votre travail, vous avez de quoi tenir sans vendre vos ETF au pire moment. Parce que le pire scénario en tant qu'investisseur, c'est pas un krach boursier. C'est un krach boursier qui arrive au moment où vous avez besoin d'argent. Et si vous n'avez pas de fonds d'urgence, vous allez être obligé de vendre vos parts en pleine baisse. Dans ce cas-là, vous concrétisez vos pertes et vous ratez le rebond qui suit. Avec un fonds d'urgence, vous traversez la crise sans pression, vos ETF vont baisser évidemment, mais vous n'y touchez pas, et quand le marché remonte, parce qu'il remonte toujours, votre portefeuille va remonter lui aussi. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez, je pense, toutes les cartes en main. Mais est-ce que vous allez vraiment commencer à investir ? C'est ça la vraie question. Parce que la différence entre quelqu'un qui s'enrichit sur le long terme et quelqu'un qui ne s'enrichit pas, c'est rarement la connaissance ou l'intelligence. C'est plutôt le fait d'avoir commencé. Et Warren Buffett a dit un truc très vrai là-dessus. Il a dit, en investissement, si vous avez un QI de 160, vous avez 30 points en trop. Donc on fait dans la simplicité, un seul ETF mondial diversifié, et c'est tout.
vous passez à l'action. Et si vous voulez savoir exactement comment j'investis personnellement, vous pouvez aller voir mon portefeuille public. J'essaye de faire un épisode par mois. Je vous montre exactement sur quoi j'investis et ma stratégie. Je vous affiche la playlist à l'écran, vous pouvez cliquer directement dessus pour aller voir. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne. C'est le seul investissement de cette vidéo qui ne comporte aucun risque.